Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tintin. J'ai plus que 4 minutes sur la carte mémoire, putain. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui car ça va être un point lecture. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 livres à vous parler. En gros, je crois que depuis décembre, il y a des livres, je vais aller très vite parce qu'en fait, c'est des lectures que j'ai fait, je pense, début décembre. Avec tout ce qui s'est passé au mois de décembre, le chauffage et machin, avec j'ai pas eu le temps de faire les vidéos, de tourner les points lecture et il y a des livres, j'ai dû oublier la moitié. Et je pense, il faudrait que je vérifie d'ailleurs, mais à mon avis, il y a même des lectures que j'ai faites sur ma liseuse, des lectures numériques, que je n'ai pas là et je les ai pas notées. Vraiment, j'ai été nul dans mon tracking de lecture YouTube. D'habitude, j'ai toujours des listes dans lesquelles je note ceux dont j'ai parlé sur YouTube parce que j'oublie. Et même là, je crois que je l'ai pas fait. Là, la lecture dont je dois vous parler, je l'ai faite le 12 novembre 2024. C'était il y a 2 mois. Donc, on va essayer. C'est parti, prenez-vous quelque chose à boire, à manger, la vidéo risque de durer très longtemps, installez-vous, écoutez-moi en faisant du tricot, du crochet, du puzzle, la vaisselle, à manger, une balade dans les bois, que sais-je encore, mais ça risque d'être long. Et je vais inclure ma toute dernière lecture dedans, donc en fait vous aurez toutes mes lectures du 12 novembre jusqu'à aujourd'hui, et on repart sur des bases saines pour la rentrée. J'ai lu Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson aux éditions Brajlon Poche qui sont chez Brajlon en grand format. C'est un roman de science-fiction. Je l'ai acheté sur un coup de tête en librairie au mois de novembre. Je me demande si j'avais pas des vacances à ce moment. Enfin, je sais pas. Je suis allé en librairie. En fait, je l'avais déjà vu depuis longtemps. Il y avait eu un podcast sur France Culture dans lequel ils en parlaient. Je crois que l'auteur était invité aux Utopiales ou un festival de science-fiction dans la région à Nantes, je crois. Il y avait quand même eu un peu de remue-ménage médiatique autour, donc j'avais envie de le lire et puis bah là je suis tombé dessus en poche, je l'ai acheté et je l'avais lu dans la foulée, je me rappelle. J'avais été vite pris au jeu. C'est un roman choral dans lequel on va suivre plusieurs personnages, je me rappelle plus exactement du nombre, mais en gros, le ministère du Futur, c'est un organisme étatique qui a été créé, un peu comme l'OTAN ou les Nations Unies, je sais plus à quoi il compare exactement, mais genre un truc supranational qui est en gros un organisme qui doit s'occuper de l'écologie, des questions de développement durable, etc. Au niveau national, au niveau de la planète, un peu comme a essayé de le faire la Convention de Paris, non, comment ça s'appelle, le truc de Paris, mais qui fonctionne pas très bien. Sauf que là, on crée quelque chose avec des moyens. Il y a quelqu'un à la tête de ce ministère, c'est un des personnages principaux, Mary Murphy, une des personnages principales. En fait, on essaye de voir comment cet organisme établi en 2025 va réussir à vivre sur, je sais plus le temps exactement, mais sur quelques dizaines d'années. Je sais plus quand ça se termine. Donc on va suivre cette femme à la tête du ministère du Futur. On va suivre également un homme qui est médecin et qui a dû opérer, soigner durant une grave crise climatique en Inde, une grosse canicule qui a tué des millions de gens. Et je sais plus, un autre personnage, mais je sais plus exactement qui c'est. Bref, dans tous les cas, j'avais bien aimé. Donc ça nous montre quand même des situations assez graves, assez sombres, de ce que peut et de ce que va sûrement devenir la planète si on ne fait rien à l'heure actuelle. Et en même temps, j'ai trouvé que le roman n'était pas hyper fataliste, hyper sombre. C'est très recherché, il y a quand même pas mal à mon avis, de choses concrètes qui ont été faites en termes de recherche sur le climat, etc. de la part de l'auteur. C'est bien écrit, c'est pointu, et il y a un peu de lumière à la fin. Et en même temps c'est de la lumière mais c'est un peu sombre et fataliste parce que on se dit bon en fait on a toutes les clés, on a tout ce qu'il faut, on sait ce qu'il faut faire, on pourrait le faire si on s'en donnait les moyens, et pourquoi on le fait pas et pourquoi ça change pas. Donc bon, c'est à deux tranchants mais j'avais bien aimé, c'est assez gros, hein, ça fait 650 pages mais c'est quand même très prenant le fait que ce soit un roman choral, on alterne les points de vue, on alterne les époques, les temporalités, il y a des moments un peu en mode vraiment enquête exclusive, vous voyez, genre c'est Élise Lucet dans les arcanes du pouvoir, etc. Donc moi j'avais bien aimé, et c'était une très bonne lecture, je suis content de l'avoir faite. Ensuite, j'ai lu, alors ça c'était une lecture commune avec 2 copains, mais j'ai plus beaucoup de souvenirs, Le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler, je l'ai lu en numérique. C'est l'histoire d'un mec qui se fait arrêter par, c'est un classique hein, de la littérature soviétique, un mec qui se fait arrêter par la police d'État stalinienne et qui se fait torturer. Lui qui raconte quand il est en prison, dans cette prison stalinienne, et les scènes comment dire, d'interrogatoire. Interrogatoire musclé évidemment, interrogatoire à charge directement, hein. On veut anéantir cette personne, on veut qu'il avoue des trucs qu'il n'a pas fait, donc du coup on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le faire avouer.
C'était très sympa. Heureusement que ça faisait que 200 pages parce que bah voilà, c'est pas un roman où il se passe grand chose, c'est un roman de politique et qui en son temps était très puissant. Je pense que c'est toujours très intéressant de le lire à notre époque, mais ça m'a pas marqué tant par le phrasé, par les idées si bien sûr sont intéressantes, tout ça parce que on parle des combats de certaines personnes. C'est quelqu'un qui avait peut-être des idéaux à la base, puis au final avec ce qu'est devenu l'URSS et le régime stalinien a perdu une grande partie de ses idéaux. Mais à part ça, voilà, ça m'a pas plus marqué, donc on va passer rapidement. J'ai lu ensuite Afro-Queer 25 fois engagé par Fabrice Nguema aux éditions Éco-Société dans la collection Parcours. Je pense que c'est une édition universitaire, j'en sais rien. Ça m'a été offert par Catherine et Candice. En tout cas, la maison d'édition fait un peu maison d'édition universitaire, mais ça n'est pas tant que ça en fait, universitaire. C'est vraiment 25 portraits, je vais vous les montrer. On a le dessin de la personne et 3-4 pages. Évidemment, j'en ai pris un qui était long, mais il y en avait des beaucoup plus courtes. Ouais, 3-4 pages avec ensuite les publications de la personne. Ce sont tous des personnes issues du continent africain, d'un pays du continent africain, et qui ont une identité de sexe ou une identité de genre queer. Fabrice Nguema en fait leur portrait à travers des discussions avec... qu'il a entretenu avec eux. C'était sympa, vraiment, j'ai découvert des personnes, donc c'est bien, j'ai pu mettre des marque-pages, genre justement Louis-Georges Tin, je ne le connaissais pas, Jean-Claude Pongo Elongo, James Baldwin. Non mais là c'est juste... en fait c'est tous des personnalités vivantes, sauf la dernière qui est James Baldwin, qui a un peu inspiré l'auteur. Et donc du coup il a dû dire quelque chose d'intéressant sur James Baldwin, mais je ne me rappelle plus quoi. Faudrait que je le relise, mais du coup c'est pour ça que j'ai quand même fait... C'est aussi pour ça que j'ai fait des marque-pages, parce que je vais retourner vers ce bouquin. J'ai follow des gens, vu que c'est des gens qui sont tous vivants, sur Instagram. Je les ai suivis pour leur engagement, pour ce qu'ils apportent. En fait, c'est un bouquin qui est bien pour aller plus loin. Je trouve qu'il n'est pas assez exhaustif. C'est pas le but non plus, hein, sinon il n'aurait pas mis 25 portraits dans 200 pages, même pas. Ouais, 210 pages. Ça se veut pas exhaustif sur ces personnes-là, et d'autant plus que ce sont encore des personnes vivantes, donc ils n'ont pas terminé leur vie, donc il y a sûrement des autres choses qui vont être produites, etc. C'est bien pour découvrir ces voix, pour voir que elles sont aussi bien invisibilisées, du fait de leur intersectionnalité très souvent. Et voilà. Donc je suis content de l'avoir lu pour avoir découvert des nouvelles personnes. J'ai lu La Maison des Non-Dits, qui est l'autobiographie, quand on parle de Afro-Queer, pour le coup c'en est un, de RuPaul Charles, qui est qui est le présentateur de RuPaul Drag Race et la drag queen que tout le monde connaît. C'est son autobiographie qui a été publiée cette année, je l'ai écouté en audio. J'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était une fabrique à phrases de gourou, dans lequel en plus il aborde pas du tout, c'est vraiment sur les premières années de sa vie, il aborde pas du tout Drag Race, etc., le showbiz, enfin... Il montre juste à quel point il a tout fait pour être connu, mais pas pour être une drag queen connue. En gros, ce qu'on comprend à la lecture de la biographie, c'est que lui, il voulait être une star, il voulait être reconnu dans la rue, il voulait qu'on sache qui il est, et qu'il a vu une faille. En gros, il a commencé à faire du drag, mais pas forcément, j'ai envie de dire un drag intelligent, mais vraiment un drag, enfin il s'est travesti en fait, c'est ça. C'était même pas du drag, je pense au début on peut parler de travestissement plutôt. Il a commencé à se travestir pour se produire, pour faire des clips, des choses qui vont buzzer un peu, qui vont marcher. Hein. Je rappelle qu'on est à la fin des années 80, au début des années 90. Peut-être même plus tôt, non je dis des conneries, plutôt dans les années 80, début des années 80. Ça a fonctionné et il est devenu la drag queen que l'on connaît, mais au début vraiment éloigné de tout ce qui était militantisme et politique. Vraiment c'était dans un but purement personnel. Donc c'est émouvant parce que oui, il nous raconte qu'il vient d'une famille pas très aisée, etc. Que ça a été dur parfois avec ses frères et sœurs, que lui-même il s'est mis dans des situations pas confortables vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis des garçons. Il y a toute une... ça c'est intéressant, c'est une partie que j'ai bien aimée, toute une partie sur justement ses relations avec les hommes qui ont toujours été très compliquées, très... de son côté en fait il assumait son homosexualité, mais il avait du mal à aller à la rencontre des hommes, il a connu quelques déboires amoureuses, donc c'était assez touchant. Mais sinon le reste, j'ai trouvé que c'était trop surfait, trop polissé, avec, je vous dis, des phrases qui sont écrites pour rester en tête, un peu comme des phrases de motivation qu'on peut trouver sur Facebook, des citations, machin. Donc ça m'a pas forcément plu. J'ai lu également Filles, femmes, autres de Bernardine Evaristo aux éditions... je
je sais plus. Globe, chez Globe, pardon. Bernardine Evaristo, je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, que ce soit dans des tops ou dans des points lecture ou même sur Instagram, de Mr. Loverman, qui est une histoire d'amour entre deux hommes de 75 ans que j'avais adoré, qui pour le coup parle également aussi d'intersectionnalité parce qu'on est avec deux hommes gays, âgés, et issu des Caraïbes. J'ai beaucoup moins aimé ce roman que Mr. Loverman parce que, alors Mr. Loverman c'est un roman classique où on suit deux personnages, c'est une histoire, voilà, un début, une fin, machin. La fille, femme, autre, en gros c'est un recueil de portraits, je sais plus combien il y a de portraits. On va suivre des femmes noires à Londres et chacune a plus ou moins un lien avec une autre. En fait, on commence avec une femme, et ensuite, une fois qu'on a fait son histoire, son portrait, on dévie sur une autre, etc. Et il y a des groupes, je crois qu'il y a 3 groupes de 4 portraits. Donc c'est en gros 3 groupes de femmes qui se connaissent vraiment très très bien et qui sont plus ou moins liés, connectés avec les 2 autres groupes. Notamment en gros un personnage, je crois que c'est le premier personnage qu'on nous présente, qui est une femme qui est directrice d'un théâtre, directrice d'un théâtre londonien ou metteuse en scène. Elle a fait du théâtre amateur, etc. Elle n'a pas eu trop de chance dans ses premières années de vie. Puis elle a réussi à gravir les échelons. Il y a des thématiques hyper importantes qui sont abordées, notamment moi qui suis pas mal intéressé par le monde du spectacle, la mise en scène de spectacle, tout ça. Le fait d'être politisé dans ce que l'on a à dire, dans nos choix d'acteurs, dans nos choix de mise en scène, dans nos choix éditoriaux, pour être publié et diffusé, ou en tout cas diffusé sur les scènes, ou le fait de devoir ravaler sa salive et ne pas dire tout ce que l'on pense pour, enfin bref, polisser son discours. Ce genre de remarques intéressantes, beaucoup de questions de genre et tout, mais au final, j'ai pas tant apprécié que ça. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est qu'il n'y ait pas de gros fil rouge entre tous ces portraits. L'épilogue, en fait, essaye de regrouper toutes les femmes que l'on a rencontrées dans le roman, mais en fait, vu qu'on reste peu de temps avec chacune, vu qu'il y a quand même 12 portraits, que le bouquin n'est pas énorme, on se rappelle plus, moi, enfin à la fin je me rappelais plus de qui était le 3e portrait, et donc elles se retrouvent toutes là avec leurs histoires, leurs antécédents, etc. Mais vu que c'est pas assez consistant dans le reste du bouquin, ça tombe un peu à plat. La fin, en tout cas l'épilogue pour moi n'était pas impactant, alors que je l'attendais un peu comme l'épitome du livre, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de portraits qui étaient un peu là en mode moralisateur, avec une morale qui était presque de la méritocratie, en mode quand on veut on peut. Il y a des personnages alcooliques, en fait il suffit juste de se prendre en main pour ne plus être alcoolique. Il y a le personnage dépendant à la drogue, il suffit juste de se prendre en main et de se dire j'arrête la drogue pour arrêter la drogue. Je trouve qu'il y a quelques facilités dans les portraits qui m'ont dérangé et rebuté, et que j'ai trouvé bizarre et dommage d'ailleurs, parce que tout le reste du bouquin est plutôt politisé à gauche, même très à gauche, et il y a des trucs, des prises de position, je vous dis, ou des morales comme ça qui tombent un peu à la fin des portraits, qui m'ont pas trop plu. Donc une lecture très en demi-teinte pour ma part. Je vous avais parlé il y a quelques mois du recueil de chez Point qui s'appelait PEDES. J'ai lu son pendant féminin qui s'appelle Gwyn, publié toujours chez Point, donc avec un collectif de 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes et qui est coordonné par 2 autres femmes, donc en gros 8 femmes à l'écriture. J'ai encore une fois adoré. J'ai trouvé que celui-ci était encore plus intéressant d'un point de vue littéraire que PD. PEDES est très intéressant parce qu'on a beaucoup de portraits, de témoignages, dans mon souvenir, de gens qui prennent la parole pour donner leur point de vue, un bout de leur vie, etc. Là, c'est exactement pareil, hein, c'est le même truc, c'est qu'est-ce qu'être Gwyn, c'est quoi l'identité Gwyn, sauf que toutes les femmes l'abordent avec un style littéraire très détonnant de l'un à l'autre. Il y a de la poésie en vers, des points de vue qui sont différents, des angles d'attaque très différents aussi. Il y a vraiment une diversité dans l'écriture qui m'a vachement plu. Et ce que j'ai adoré, et je me rappelle plus, il faudrait que je vérifie si dans l'autre recueil c'est pareil, c'est que là en fait, par exemple la première c'est Marcia Burnier, et quand elle termine son passage, quand elle a terminé d'écrire ce qu'elle avait à dire, il y a une page qui en gros introduit l'écrivaine suivante. Donc Marcia Burnier a écrit quelques lignes sur Myriam Alkamar. Et ainsi de suite. Quand Myriam Alkamar termine son texte, c'est elle qui introduit Marie Kirchen, etc., etc. Et ça, j'ai trouvé hyper touchant
que chacune, mais ça m'étonne pas, hein, ait pris le temps de lire les textes des autres et qui nous les apporte, qui nous les présente, qui nous les introduit, que ce soit le texte ou l'autrice. C'est évidemment aussi hyper intéressant, hein, toutes les réflexions sur l'identité Gwyn. Est-ce que c'est juste une orientation sexuelle? Comment dépasser juste l'orientation sexuelle de lesbienne et créer cette identité Gwyn? C'est politique, c'est militant, c'est génial. Et en plus, pour ceux qui aiment la littérature et l'écriture, bah, je trouve que c'est très divertissant. J'ai lu une très courte nouvelle de Laurent Mauvigné, Voyage à New Delhi, qui est une nouvelle qui normalement devait être incluse dans Autour du Monde. Dans Autour du Monde, c'est pareil, c'est une collection de portraits, c'est presque des novellas de personnes qui, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire le jour où Fukushima explose et le tsunami au Japon. Et en gros, là, on suit une femme qui voyage à New Delhi avec son mari au moment de la catastrophe. Ça a très peu d'importance, hein, la catastrophe. En fait, ça se passe ici parce que cette nouvelle devait être dedans, mais je sais pas, éditorialement, ça l'a pas fait, donc ils l'ont retiré. Et donc, c'est juste l'histoire d'une femme qui suit son mari en voyage d'affaires et elle nous raconte ce qui se passe à New Delhi. En gros, qu'elle est fatiguée de ce mariage, qu'elle se reconnaît plus dedans, qu'elle a plus forcément d'amour, que ce soit physique ou émotionnel envers son mari, et comment elle trompe l'ennui. C'est divertissant, ça fait 70 pages, ça restera pas gravé dans ma tête. Un auteur, et ben alors là pour le coup je vais vous en parler de deux parce que j'ai lu ces deux romans, et un il y a longtemps, enfin il y a début décembre, et l'autre hier, c'est Guillaume Lebrun. J'ai lu ces deux textes, Fantaisie guerrière, et j'ai reçu il y a 3 jours Ravagé de splendeur, que j'ai lu dans la foulée et je l'ai déjà terminé. Je vais commencer par Fantaisie guerrière, qui est son premier à date et le premier que j'ai lu également. Dans Fantaisie guerrière, en gros, on va suivre l'histoire de Jeanne d'Arc, racontée du point de vue de Guillaume Lebrun. C'est, comment elle s'appelle? Oh, elle a un nom à la con. Yolande quelque chose. Yolande d'Aragon, voilà, qui raconte la vie de Jeanne d'Arc. Je suis une brêle en histoire médiévale française. Je sais évidemment qui est Jeanne d'Arc, je sais qu'elle a été chercher le roi à Orléans, qu'elle a libéré Orléans, qu'elle l'a emmené à Reims pour se faire couronner, et qu'après, elle a cramé. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais sur Jeanne d'Arc. Le roi, je sais qu'il s'appelle Charles, mais je sais jamais c'est Charles le combien. Charles IV, je crois. Non, Charles VII, je pense. Charles VII, parce qu'il y a des biscuits à Reims qui s'appellent les biscuits Charles VII, dans une biscuiterie rémoise. Ça m'étonnerait pas que ce soit en hommage à ce roi qui s'est fait couronner à Reims. Bref, ils sont tous fait couronner à Reims, mais celui-ci a une histoire particulière. C'est hyper drôle. Alors déjà, d'un point de vue littéraire, la langue, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi drôle. On va être avec Yolande d'Aragon qui parle un espèce de franglish médiéval. Genre, je vous lis les premières lignes si vous voulez. Hein. Laisse-moi me présenter comme il se doit. My name is Yolande and I am from Aragon. Né sur les terres du royaume de France 14 siècles après Jésus en Christ, répandu au sortir du ventre par des hurlements de joie, déjà bien esbardaillée des choses du monde, instruite en diablerie, 4 fois reine, 2 fois comtesse, dame de Guise, duchesse et maîtresse incontestée de mes sujets hérités de mienne épopée angevine, mariée à Louis, dit Loulou, belle-mère et liée par le sang au grand bastarde de France, je me montre si douce avec lui qu'il me nomme Tantine. Alors que j'étais enfin en âge de pouvoir sécher les vêpres, une grande guerre civile s'est déclenchée. Sache que c'est pur hasard si je me tiens du côté des Armagnacs plutôt que de celui des Bourguignons. Et c'est elle qui va nous raconter en gros cette guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, avec un langage hyper fleuri, hyper vieux français, mélangé avec du patois et quelques mots de franglais, quelques anachronismes aussi à l'aide de notes de bas de page faites par l'auteur ou alors par des réflexions de Yolande elle-même. C'est hyper drôle. En gros, elle nous raconte qu'elle a vu en songe qu'il fallait trouver une jeune fille un peu perdue, paumée dans la France, et que c'est elle qui va délivrer le royaume de France. Donc elle se met en quête de trouver Jeanne d'Arc. Elle demande à ses soldats d'aller chercher 14 filles dans toute la France, et elle va dire une de ces 14, ça sera Jeanne d'Arc. Et donc elle est éduquée, elles sont dans une école pour devenir la Jeanne d'Arc. Ils vont en faire une de celles-ci, va se révéler être Jeanne d'Arc, et ils vont en faire Jeanne d'Arc. Ça s'appelle Fantaisie guerrière, c'est un roman fantastique. À la fin, surtout, même au début, mais c'est amorcé, on va dire, tout au long des 2 premières parties du roman. Et dans la 3e, dans le dernier tiers, c'est hyper présent. C'est de la fantaisie, il y a de la magie, il y a des choses que l'on n'explique pas, des choses un peu what the fuck, mais cette fantaisie est au service d'un militantisme et d'un engagement politique hyper important. C'est ce en quoi réside un peu le féminisme du bouquin.
C'est hyper féministe, c'est rafraîchissant as fuck, j'ai adoré. J'ai un peu moins aimé par la suite Ravagé de splendeur, mais parce que vraiment, je vous dis, j'ai eu un gros coup de cœur. Et en fait, quand j'y ai repensé et que j'en reparle là, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mes coups de cœur de 2024. Je l'ai lu tardivement, je l'ai lu le 15 décembre. En plus, je l'avais encore en tête. Je sais pas pourquoi il est passé à côté, Fantaisie guerrière. Mais ça a été une excellente lecture, vraiment. Et par la suite, du coup, j'ai lu Ravagé de splendeur, qui là est l'histoire de Héliogabale. Héliogabale qui est un empereur romain, je ne sais plus de quel siècle, au début du IIIe siècle, qui est le premier empereur trans, enfin la première impératrice trans de Rome, enfin la première et la seule, je pense d'ailleurs, car Héliogabale, c'est un Syrien qui est issu d'une famille plus ou moins en lien avec Marc Aurèle, ou en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire croire pour qu'il puisse revendiquer le trône de l'empereur. C'est ce que sa mère, sa grand-mère et sa tante, je crois, essayent de faire. En gros, il y a 3 femmes très puissantes dans sa famille qui font tout pour que ce petit Syrien devienne l'empereur de Rome. Elles y arrivent, elles le mettent à la tête de l'Empire, sauf que lui, c'est l'empereur le plus queer que vous pouvez connaître, car il se présente en tant qu'empereur, et très vite, il devient une impératrice. Il y a très peu de données sur Héliogabale. J'en avais déjà entendu parler parce que cette année a paru chez Gallimard la pièce de théâtre Héliogabale, justement, de Jean Genet, qui avait été perdue puis retrouvée. Et en gros, cette pièce de théâtre raconte l'histoire de Héliogabale. Donc quand j'avais vu ça, j'avais fait quelques recherches. C'est un empereur sur lequel on ne sait pas grand-chose. Il y a peu de texte. On sait juste que c'était très orgiaque quand il était empereur romain, plus qu'avec ses prédécesseurs. L'alcool coulait à flot, le sexe, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, était partout dans le palais impérial. Et de ce que l'on comprend, c'est qu'au final, il s'est présenté par la suite comme une femme, et que dans ce bouquin, Guillaume Lebrun fait le choix de le genrer au féminin dès l'instant où l'empereur décide qu'il sera une femme. Il y a vraiment une prise de position trans, une réflexion aussi sur l'opération. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais l'empereur se dit « j'aimerais qu'on me coupe le pénis pour que je puisse devenir vraiment qui je suis, l'impératrice Héliogabale ». Donc évidemment c'est intéressant, mais le texte il fait que 140 pages, donc c'est un peu court. Jeune homme, ça m'a manqué de drôlerie, même s'il y en a celle que je connaissais de Fantaisie guerrière, et c'est très 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 explicite, hein. Il y a quand même 2-3 scènes de sexe et de violence. Alors c'est pas des violences sexuelles, c'est du sexe violent, mais consenti des deux parties. Et je sais que ça peut déranger, c'est explicite. Donc voilà, mais on est vraiment dans cette image que l'on peut se faire de la Rome où l'on boit du vin à poil avec une grappe de raisin allongée dans les escaliers de marbre avec des hommes nus qui dansent autour de nous. C'est exactement ça. Et Héliogabale est un empereur qui... je vous raconte pas comment il finit parce que je suis pas sûr... Si, jusqu'à sa mort brutale, c'est marqué dans le résumé, qui meurt assez jeune, qui n'a pas un très long règne, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut pas non plus tant écrire, ou alors il faudrait vraiment broder et qu'il y ait... Enfin, oui, de toute façon, c'est principalement de la fiction. On parle d'un truc qui s'est passé il y a 2500 ans, donc... non, il y a 2000 ans, à peu près. Non, 1700 ans. 3e siècle. 1800 ans. Voilà. Bref, mais j'ai quand même aimé, hein. Je trouve ça chouette de réussir à mettre en fiction et en histoire cette impératrice que l'on ne connaît pas, que l'on connaît peu, sur laquelle on sait peu de choses, et de la rendre encore plus queer et de la politiser. J'ai lu un roman que j'avais depuis très longtemps dans ma pile à lire, et d'ailleurs l'auteur est mort très dernièrement, je crois la semaine dernière. C'est David Lodge avec Changement de décor, publié ici chez Point. C'est un très grand auteur britannique que je connais peu parce que je ne l'ai jamais lu et j'en ai pas vraiment souvent entendu parler. Il était assez âgé, il est décédé à plus de 80 ans il me semble. Grand auteur britannique qui a été prolifique quand même, hein, qui a quand même pas mal écrit, je pense une bonne vingtaine de romans. Et qui a écrit une trilogie qu'on appelle la trilogie universitaire, et comme son nom l'indique, qui est un peu dans la veine des campus novels comme Le Maître des Illusions. C'est des romans qui se passent dans des universités. Et là, dans Changement de décor, ça se passe dans une université, 2 universités fictives, une aux États-Unis, une en Grande-Bretagne. Et on va suivre un professeur de chaque université qui participe à un échange, et les deux vont échanger leur place entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et donc le ressort comique de ce bouquin, c'est qu'en gros, on va voir le point de vue de ces professeurs sur la société de l'autre.
le Britannique qui va donner son point de vue sur la société américaine et l'Américain qui va donner son point de vue sur la société britannique. C'est un roman qui est plein d'humour, très british, assez pince sans rire. C'est un roman qui, pareil, stylistiquement est intéressant car emprunte à plusieurs genres. On a un chapitre qui est écrit comme un scénario de cinéma, on a des lettres, une partie qui est totalement épistolaire, qui est faite de lettres, et on n'a pas toujours les réponses et on doit les deviner ou en tout cas les imaginer. Il y a des passages beaucoup plus monologues intérieurs des personnages. Les 2 premiers chapitres par exemple, c'est les 2 hommes dans leur avion en train de raconter tout ce qui se passe dans l'avion depuis leurs pensées, les gens qu'ils voient, les gens qu'ils rencontrent, comment ça se passe dans cette compagnie aérienne, etc. Donc voilà, c'est sympa, mais c'était un peu longué, hein. Ce sont 400 pages qui ont été publiées dans les années 70. On parle justement de cette libération sexuelle, du flower power, etc. parce que ça se passe à peu près à cette époque-là. Et comment elle est vécue par le Britannique, la libération sexuelle aux États-Unis. Et comment l'Américain voit que lui, par rapport à tous les grabuges qu'il connaît aux États-Unis, bah, comment c'est calme un peu en Grande-Bretagne à cette période-là, comment les étudiants sont beaucoup moins politisés en Grande-Bretagne plutôt qu'aux États-Unis. Et c'est marrant, mais c'est un peu passé de mode, et du coup je suis pas sûr que je lirai la suite de la trilogie. J'y ai pris du plaisir, mais pas de là à vouloir en lire plus. J'ai lu le premier roman de Raphaël Carrel qui s'intitule En bas de page, publié par Ses Soins, avec la maison d'auto-édition Librinova. Le roman est donc disponible depuis hier, 10 janvier, en physique en librairie. Vous pouvez le commander sur internet, sur les sites tels que Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Et vous pouvez le commander dans votre librairie car il est distribué. En bas de page, c'est l'histoire de 2 personnages qui s'appellent Margot et Anil, qui sont meilleurs amis, qui vivent en colocation si mes souvenirs sont bons, et qui décident d'ouvrir une librairie. Sauf que ils ouvrent leur librairie en banlieue parisienne et elle n'a pas vraiment de succès. Leur librairie ne fonctionne pas tellement. Anil est à fond dedans, Margot vit un peu de petits boulots à droite à gauche, elle ne vit pas dans la librairie. Enfin, c'est pas son travail à temps plein, c'est surtout Anil, le personnage principal. Et ils vont prendre la décision de se prostituer à travers cette librairie pour pouvoir gagner de l'argent et pour que la librairie puisse survivre. C'est donc un roman qui va évidemment parler du travail du sexe. Je précise, je ne l'ai pas fait. Pour les autres livres, je ne crois pas qu'il y en avait jusque-là. Si, le livre de Guillaume Lebrun était un service de presse. Celui-ci est également envoyé directement par l'auteur. M'a été envoyé directement par l'auteur. On nous parle de drôle de comédie, vrai bordel. C'est la critique principale. J'ai bien aimé le livre. Le livre fait 215 pages. Je l'ai lu presque d'une traite, enfin en deux coups de lecture parce que c'est quand même hyper prenant, hyper fluide à la lecture et du coup j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Dans tout le bouquin, j'étais vraiment très pris dedans. Le roman est en 4 parties et c'est vrai que ça s'enchaîne, vous voyez, ce découpage, cette écriture, le fait qu'à la fin de chaque partie, il se passe quelque chose d'assez impactant pour qu'on ait envie de lire la suite. C'est pour ça que moi je vous dis, je l'ai lu en 2 grosses sessions de lecture car j'étais facilement pris dedans. En fait, quand il me l'a envoyé, j'en savais pas grand chose. J'avais lu le résumé. Je pense que oui, Raphaël m'avait envoyé lui aussi un résumé. Il m'en avait parlé, mais j'étais plus très attentif et je l'ai reçu, je crois je l'ai reçu quelques temps après qu'il me l'ait proposé. Donc en fait, j'avais eu le temps d'oublier plus ou moins. Et donc au dos, dans le résumé, on nous dit que c'est une drôle de comédie et je m'attendais, parce qu'en plus je venais de lire d'autres livres dans cette veine-là, à une espèce de comédie un peu dramatique, comme le fait en ce moment, je trouve, on y reviendra par la suite, l'Iconoclaste, avec des comédies comme Titu Lecoq ou alors maintenant Sophie Demange, des comédies qui sont engagées, qui sont politisées et qui ont quelques touches de drame et de noirceur. Et en fait, il y en a, c'est ça que j'ai trouvé moi un peu déroutant avec ce bouquin, c'est qu'on est toujours à cheval entre la comédie, les ressorts comiques, notamment à travers les personnages. Il y a des personnages qui sont pas des prétextes, mais qui sont vraiment là pour apporter ce côté drôle et comique au bouquin, et des situations qui sont hyper tendues et en tension plutôt. Enfin voilà, il y a une ambiance sombre et de tension tout au long du bouquin qui va un peu à rebours de ces personnages un peu plus décalés et des situations qu'ils amènent dans le bouquin. Donc
c'est ça qui m'a le plus dérangé à la lecture, c'est vraiment cette dichotomie entre l'ambiance et ce qui se passe, et parfois c'est l'inverse en fait. Parfois on est dans une ambiance beaucoup plus légère avec des situations très graves. Et ça alterne les deux. Alors peut-être que il aurait fallu faire le choix de l'un ou l'autre. Vous voyez, on est vraiment dans une ambiance toujours sombre, mais avec des actions comiques, ou alors dans une ambiance toujours plutôt légère avec des actions très sombres. Et là, on alternait un coup l'un, un coup l'autre. Et malheureusement, j'ai pas vu beaucoup de lumière. En fait, à la fin du bouquin, il y a quand même de l'espoir dans le livre. On nous parle de travail du sexe, de prostitution, mais ça me manquait peut-être un peu de lumière, voilà. Après, j'en ai parlé avec Raphaël, hein, c'est le ton qu'il a voulu donner au roman, et je le comprends, et c'est aussi la fin qu'il avait voulu, hein. J'imagine qu'il a pas écrit une fin qui lui plaisait pas, donc c'est vraiment un goût personnel. De ma part, j'aurais préféré autre chose. Donc, mais en fait, je pense que j'ai été un peu induit en erreur par le terme comédie. Ça peut être comique, mais je pense pas que ce soit une comédie. En tout cas, c'est pas moi l'idée que je me fais d'une comédie. À part ça, comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai dévoré et que j'ai pris plaisir à lire sur un sujet que j'aime bien. On est dans une librairie, on parle de livres, j'adore les livres qui parlent de livres. On est avec des personnages divers, hauts en couleur. Peut-être que c'est ça aussi qui m'a gêné, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Enfin, il y a quand même 2 personnages principaux. J'ai en tête 2 personnages secondaires assez importants. Et il y a encore 2 ou 3 autres personnages qui interviennent aussi. Donc on est avec une galerie de personnages de peut-être 6 ou 7 personnages qui ont un rôle à jouer à un moment ou à un autre dans l'histoire, sur 200 pages. Et donc on s'attache un peu moins à tous ces personnages. En fait, ils en pâtissent tous du fait de leur nombre. Pour autant, là, le livre est sorti. Je vous invite grandement à... Il y a une petite dédicace, en plus j'avais oublié, ça me fait trop plaisir d'avoir la dédicace. À le lire, parce que le bouquin, je vous ai pas parlé du livre, mais le livre est très bien travaillé. Librinova, donc je vous dis, c'est une maison d'auto-édition. C'est Raphaël qui a qui a travaillé seul sur le livre. Et le livre est plutôt bien, même très bien édité. Moi j'adore les couleurs utilisées, la typo, l'illustration, la mise en page. Même à l'intérieur, le livre fait hyper quali, le papier est de qualité. J'ai déjà lu des livres auto-édités sur Amazon. On n'est pas sur cette qualité-là de papier ou de mise en page. Donc vraiment, c'est un beau livre, c'est un vrai livre. C'est pas un auteur auto-édité au sens où on l'entend parfois sur Booktube, synonyme de travail mal fait ou quoi que ce soit. Là, non, vraiment, il y a un travail éditorial. Je crois que même que Librinova accompagne un peu les auteurs dans l'édition, donc il y a quelque chose de fait. Et en plus de ça, le contenu est aussi très intéressant. Et moi, j'adore quand on parle d'homosexualité. On est avec des personnages queer dans la globalité, ils le sont tous plus ou moins, et des travailleurs du sexe. Et donc évidemment, il y a des questions sur le travail du sexe, la rémunération de son corps, la vente de son image sur Internet à travers les contenus pornographiques, tout ça, qui est amené par l'auteur et par les personnages, qui sont des sujets sur lesquels j'adore lire et sur lesquels il faut écrire, et il est très important d'écrire, je pense. Donc pour ça, je salue tout le travail qu'a fait Raphaël sur ce bouquin. C'est juste une question de goût personnel, je pense, qui intervient dans ma critique du bouquin. Et si Raphaël écrit un autre livre, évidemment, je le lirai. D'autant plus s'il me l'envoie gratuitement, évidemment. Par la suite, virage à 70 000 degrés, j'ai lu Mortimer de... Non, c'est pas ça, Mortimer. Merde, il est où? Il est là. J'ai lu Mortimer de Terry Pratchett, qui est le tome 4 des Annales du Disque Monde, et le premier tome du cycle de la mort. Vous savez que Terry Pratchett, les Annales du Disque Monde, c'est 42 tomes, je crois, et qu'à l'intérieur de ces 42 tomes, il y a plusieurs cycles. J'ai commencé avec le tome... Moi, j'ai lu dans l'ordre de parution. Donc, le tome 1 et le tome 2, c'est le cycle des mages, avec le personnage de Rincevent. Le tome 3, c'est le cycle des sorcières, avec Mémé Sire du Temps. Et le tome 4, c'est le cycle de la mort qui démarre, avec Mortimer, qui est l'apprenti de la mort avec un L et un M majuscule. La mort que l'on voit dans les 3 premiers tomes, elle apparaît. Et donc, la mort existe déjà. La mort est une entité présente dans le Disque Monde. Le Disque Monde qui est un monde fantastique porté par 4 éléphants sur une tortue, qui est un disque plat porté par 4 éléphants sur une tortue qui vole dans l'espace. Voilà, c'est ça le Disque Monde, et il y a plein d'endroits. Et donc là, on va suivre la mort qui a envie de prendre des vacances. Elle en a marre d'être la mort, et donc elle cherche un apprenti. Et elle va trouver Mortimer. Mortimer, c'est le petit mec qu'on ne sait pas ce qu'on va foutre de lui dans sa famille. Il est plutôt bon à rien, il a envie de rien. Et quand la mort se présente en disant je cherche un apprenti, ben on va lui dire parfait, notre petit gars là, le Mortimer, il sert à rien, prenez-le. Et donc Mortimer va essayer de devenir la mort, et en fait il va pas être très très bon non plus dans son rôle de mort, et il va faire des conneries.
On retrouve l'humour de Terry Pratchett, qui est dans une certaine mesure proche de l'humour de David Lodge. Hein. On est avec deux vieux auteurs britanniques, donc qui ont un humour un peu pince sans rire là aussi. C'est encore une fois totalement barré, totalement loufoque. C'est un des cycles, je pense, que j'ai préféré pour l'instant. Enfin, vous me direz, moi j'ai adoré... on nous dit souvent que les deux premiers tomes, avec le cycle des mages et le personnage de Rincevent, sont pas les meilleurs ou les plus faciles pour aborder le Discomonde. Et on considère et on conseille souvent d'ailleurs de démarrer par le cycle de la mort de Mortimer. Alors, maintenant que j'ai lu Mortimer, effectivement, c'est beaucoup plus facile, je pense, de rentrer dans l'univers avec Mortimer pour l'histoire, mais pour découvrir le monde des annales du Discomonde, je trouve que les deux premiers tomes, le cycle des mages, sont des excellents tomes introductifs de tout l'univers. Là, on louperait plein de choses sur qu'est-ce que le Discomonde. Alors, après, à voir où vous vous situez, si vous avez envie de lire juste une petite saga de fantasy avec une histoire et des personnages très forts, bah, autant oui, effectivement, vous diriger vers Mortimer, parce que là, on se concentre beaucoup plus sur cette histoire de mort, de transmission, etc., de failles temporelles, avec ceux qui auraient dû mourir mais qui sont pas morts, et du coup vu qu'ils sont pas morts quand ils auraient dû mourir, il y a ça qui s'est passé, mais peut-être qu'on peut le tuer maintenant, et enfin voilà, vous voyez tout ce genre de discours que l'on connaît, et ce genre de schéma narratif autour des failles temporelles. Par contre, si vous voulez vraiment être plongé dans toute l'histoire des annales, il faut commencer par, à mon avis, Rincevent, c'est vraiment le mieux, et suivre comme moi l'ordre de parution. Donc le prochain tome que je lirai sera Sorcellerie, qui est le tome 3 du cycle des mages. Donc je retourne avec le personnage de Rincevent par la suite, et j'ai hâte, mais je me le suis pas encore procuré, il faut que je le fasse. À la base, je trouve ces éditions magnifiques, hein, les éditions de la Talente, avec les illustrations d'origine, le bouquin est joli, il a un bon format, le papier est chouette, enfin vraiment un très bel objet livre, sauf qu'ils coûtent tous 20 € pièce à peu près, 19,50 ou 20,50 €, je sais plus, et qu'il y en a 42, il me semble. Donc voilà, 2 x 4, 8, ça fait une saga à 1000 balles, 800 €. Je suis pas sûr que j'ai envie de mettre 800 €. Et en fait, j'ai regardé d'occasion, c'est dur de trouver ces éditions-là. On trouve beaucoup plus facilement les éditions de poche. Donc je vais peut-être me rabattre sur les éditions de poche. Parce que j'aimerais bien quand même, je prends beaucoup de plaisir à lire, même si j'en lis peu pour l'instant. J'aimerais bien accélérer un peu le rythme d'ailleurs. Je prends beaucoup de plaisir à lire les annales du Discomonde. J'aimerais en lire plus, donc faudrait peut-être que je me dirige vers les poches. D'autant plus d'occasion sur Vinted ou ailleurs. Je pourrais en acheter plus régulièrement et les lire plus vite et à moindre coût. Quand je vous parlais de comédie un peu dramatique, j'ai lu Sophie Demange, Les Bouchères, qui est une nouveauté de chez l'Iconoclaste. On va suivre une femme qui s'appelle Stacy... Non, Anne. Bah, y en a une qui s'appelle Anne, l'autre Stacy, et la dernière, je ne me rappelle plus de son prénom. En fait, 3 femmes qui, 2 sont bouchères, et la troisième va être vendeuse dans la boucherie. Anne hérite à la mort de son père. En fait, son père est disparu, porté disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu, où est-ce qu'il est. Et donc, vu qu'il est disparu, on le considère comme mort à l'État français. Et donc, elle hérite de la fortune de son père, et notamment de sa boucherie, parce que son père était boucher. Il avait une boucherie dans un petit quartier nantais, avec sa petite réputation, ses clients, sa clientèle un peu embourgeoisée, quartier bobo, machin, mais en même temps populaire. Et un quartier un peu gentrifié, vous voyez. Et donc elle hérite de cette boucherie et elle décide d'en faire quelque chose, genre une boucherie féministe, une boucherie tenue par des femmes où vraiment la viande va être le produit star au cœur de la boucherie, on met un bio au centre, en fait elles vont travailler la viande au milieu des clients pour que les clients voient vraiment le travail de la boucherie et ils vont embaucher une vendeuse qui va être également une femme qui s'y connaît pas tant que ça, elle cherche du boulot, elle est dans une situation un peu précaire, dans la merde. Elles ont une rencontre avec cette femme-là, les 2 autres bouchères, et elles disent c'est toi qu'on veut. Ces femmes ont toutes un peu des antécédents avec leur vie, enfin voilà, elles n'ont pas une vie toute rose, et il va se passer des disparitions dans leur quartier. Et donc elles vont être accusées car c'est depuis que la boucherie a ouvert que les disparitions ont lieu dans le quartier. J'ai adoré, je vous en dis pas plus parce que je risquerais de spoiler et le bouquin est pas très long parce qu'il fait 290 pages. Mais voilà, c'est un bouquin qui est pleinement féministe parce que on parle de violence sexuelle, on parle d'harcèlement, on parle de préjugés envers les femmes. Enfin voilà, c'est elles les coupables idéales parce que elles viennent de s'installer dans le quartier. Le jugement qu'on porte aussi sur un des personnages, la troisième bouchère est noire, donc du coup, pareil, les regards vont se porter sur elle. Enfin voilà, c'était
assez drôle, assez frais, assez jouissif. Il y a quand même vraiment un côté jouissif à la lecture de ce bouquin, expiatoire presque même, cathartique, j'ai envie de dire. J'utilise des grands mots, hein. Et j'ai adoré. Donc c'est vraiment cette direction que prend l'iconoclaste qui me plaît. J'avais adoré Une époque formidable par Titiou Lecoq. J'adore maintenant Les Bouchères, qui est quand même beaucoup plus sombre, hein, que Une époque formidable de Titiou Lecoq, je dois vous le préciser. Mais ça reste supportable. Renseignez-vous sur les trigger warnings, s'il y en a, parce qu'il y en a quelques-uns dans le bouquin. Si vous êtes justement totalement réfractaire à l'idée de manger de la viande ou de tuer des animaux, je pense pas. Bon, en même temps, le titre, c'est Les Bouchères, et vous voyez, hein, on est avec un papier Vichy et des couteaux. On est vraiment dans la boucherie française. Donc, écartez-vous peut-être de ce bouquin, mais c'est pas les seuls trigger warnings, donc voilà, renseignez-vous. J'ai lu le deuxième tome de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, de Émile Ferris, publié chez Monsieur Toussaint Louverture, qui est un grand roman graphique, une grosse BD, entièrement faite au stylo bic. Je vous avais déjà parlé avec enthousiasme, joie et je ne sais quel mot encore du premier tome que j'avais trouvé magnifique et en plus hyper intéressant et touchant. Celui-ci n'est pas en reste, on est toujours avec ce dessin très particulier, pages qui pourraient être encadrées tant elles sont belles et voilà, assez vibrantes. Et enfin voilà, il y a mille choses à dire sur le dessin de Émile Ferris. Il y a des pages de magazines reproduits que je trouve à chaque fois très très belles, parce que la petite fille adore lire des magazines d'occultisme et de choses un peu sombres. Donc elle reproduit les pages de magazines et à chaque fois, c'est ces pages-là, j'ai envie de toutes les arracher et d'en faire un mur de cadre. Putain, mais là j'ai l'idée du siècle. J'ai envie de toutes les photocopier et de me les imprimer manuellement et d'en faire tout un mur. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Le dites pas à mon travail. Il y a de fortes chances que ce soit l'encre du boulot qui soit utilisée pour ce mur de cadre. Ah ouais, mais ça va être trop beau. Le petit côté un peu rétro là, j'adore. Dans le premier tome, on quittait la jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment, Karen. On quittait la petite Karen, qui est ce personnage qui se représente sous les traits d'un loup-garou. On quittait Karen après un grand drame. C'est une petite fille qui a une dizaine d'années. Il se passe quelque chose de très grave dans sa vie. Et c'est la fin du premier tome. Et donc là, on va voir comment elle arrive à évoluer, à grandir à la suite de ce drame. Elle vit avec son frère Diz, je crois qu'il s'appelle. Et son frère, on comprend dans les premiers tomes qu'il baigne dans des trucs un peu louches. Ça se passe à Chicago dans les années 60, il y a la mafia, etc. On voit que son frère, il est dans des trucs comme ça. Et ce que j'ai adoré dans ce texte-là, dans ce deuxième tome, c'est que justement, on est avec Karen qui grandit, qui a grandi, qui a vécu une épreuve qui la pousse à grandir. Et on va, toute cette réalité un peu magique, monstrueuse, où elle n'arrive pas à voir les choses, et pour réussir à se les figurer et à les, comment dire, quand ça rentre dans toi, les inclure, pas les inclure, les intégrer, elle les transforme en fait, les trucs un peu sombres, elle leur donne des têtes de monstres, les gens, elle les représente avec des visages monstrueux, tout ça. Là, elle va grandir, il y a toujours hein, ces analogues qui sont faits, etc. Mais elle va s'émanciper de cette réalité alternative qu'elle se crée durant son enfance pour grandir. Et donc nous, lecteurs, on assiste à ça et on assiste en même temps à cet imaginaire qui s'ouvre en même temps que le personnage principal. Et on voit ce qui se passe. Et on voit que effectivement, la réalité dans laquelle elle baigne est très très sombre. Mais il y a beaucoup de lumière et de scènes vraiment très attendrissantes. La fin m'a vraiment serré le cœur. J'ai trouvé les dessins et comment se conclut le texte très très beau, très très puissant, avec cette relation fraternelle entre le grand frère et cette petite sœur qui ont beaucoup d'écart en âge et en relation, en affinité, mais qui sont toujours là, présents l'un pour l'autre. Un amour inconditionnel entre eux deux. J'ai adoré, j'ai toujours trouvé que c'était magnifique, j'ai trouvé que l'histoire était intéressante. Le début est un peu bancal par moments. Enfin, il y a un passage que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est peut-être plus hyper intéressant. Enfin, quelque chose qu'on s'était beaucoup concentré dessus dans le premier tome, qui revient là dans ce second tome et qui est un peu bancal. Mais franchement, c'est une aiguille dans une botte de foin, j'ai envie de dire, car à côté de ça, j'ai adoré. Ensuite, avec des copines, j'ai lu en lecture commune Les Lanceurs de Feu par Yann Carson. C'est un roman de réalisme magique. Je vous le dis là, tout de suite comme ça, en préambule, je ne savais pas que c'était un roman de réalisme magique. Donc en fait, quand j'ai lu le résumé, qui est plutôt assez exhaustif chez Savine Vespizer en plus, on nous parle pas de réalisme magique, on nous parle pas de fantastique,
Et en fait, à la lecture, c'est quand même diablement fantastique et du réalisme magique. Et donc, je me suis retrouvé un peu en mode « What? Qu'est-ce que je suis en train de lire ?» Je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que ça a eu un grand... Comment dire? Une incidence sur ma lecture. En fait, ça a entaché un peu ma lecture parce que je m'y attendais pas. Et je pense que si j'y avais été un peu plus préparé ou qu'il y avait eu un contrat de lecture un peu plus clair dès le début du livre, j'aurais été moins déçu de la fin du bouquin. C'est une autrice nord-irlandaise, Yann Carson, une jeune autrice qui parle de l'Irlande du Nord. Le bouquin se passe à Belfast et on va suivre deux personnages, un médecin et un père de famille, qui vivent l'été 2014 dans Belfast. Et durant cet été, qui est sur 3 mois, les 3 parties du livre, juin, juillet et août, on va suivre une période de troubles politiques dans tout Belfast parce qu'un homme va diffuser une vidéo dans laquelle il va appeler à la révolte, au feu, et on va l'appeler le lanceur de feu, et des gens partout dans Belfast vont se mettre à allumer des feux en hauteur, des feux dans des lieux publics, des feux dans des maisons, mettre le feu à des maisons, etc., pour montrer leur mécontentement, et en hommage et en souvenir des feux qu'il y a eu durant les troubles entre les loyalistes et les indépendantistes en soi. Parce qu'on est dans cette partie de l'Irlande du Nord qui est donc rattachée au Royaume-Uni et qui donc fait pas partie du royaume, enfin de la République d'Irlande. Donc évidemment, terre de conflit entre les républicains et les royalistes, ceux qui appartiennent à la couronne d'Angleterre. Et donc voilà, terre d'histoire. Histoire qui se répète un peu avec ses feux, ses troubles. Et puis, on va suivre la vie de ces personnages durant cet été-là. En gros, le premier, le docteur, rencontre une femme avec qui il a un enfant et donc on va le voir élever cet enfant parce que lui, il est vieux garçon, il n'a jamais été marié, il n'a jamais eu de copine, il n'a jamais eu vraiment d'amis. Enfin voilà, toute sa vie, il a vécu de façon plutôt solitaire, même à l'école, il s'est jamais fait de potes. Il y a tout un chapitre là-dessus d'ailleurs qui est hyper intéressant, que j'ai bien aimé, dans lequel il raconte que il a vécu sa vie comme ça, sans jamais réussir à se faire d'amis ou d'amour. Et puis il se retrouve à coucher avec quelqu'un et avoir un enfant avec elle et à garder l'enfant, à se retrouver seul avec l'enfant. Donc on va suivre ce papa solo. Et de l'autre côté, au contraire, c'est un pur Irlandais, un peu prolo, un peu racaille, qui a eu une femme très jeune avec qui il a eu 3 enfants et qu'il vivait un peu dans la misère. Lui, il a fait des trucs pas très nets justement au moment des conflits entre républicains et royalistes. Et il essaye de tout faire pour que ses enfants ne tombent pas là-dedans et donc de les préserver de ces nouveaux troubles qui s'amorcent à l'été 2014. Et en fait, je pensais que c'était quelque chose d'historique qui s'était passé ça en Irlande du Nord en 2014. Alors que non, en fait, pas du tout. C'était une année très très calme, à ce qui paraît. Cette année-là, il n'y a pas eu de grand feu, il n'y a pas eu trop de conflits entre ces deux parties de l'Irlande. Et c'est donc une fiction qui plus est fantastique, car il se passe des choses fantastiques dans le bouquin. C'est pour ça que c'est du réalisme magique, parce qu'on est ancré dans une réalité qui paraît tellement vraie et historique qu'on a du mal à croire ce qu'on lit. Et en fait, après, on se rend compte, bah non, en fait, ça se peut pas. On est vraiment avec des éléments fantastiques. Et pendant toute une période du bouquin, j'ai vraiment... C'est pour ça que c'est aussi très bien fait, parce que on est vraiment dans ce réalisme magique, où on se pose la question, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et sur la fin, j'ai trouvé qu'on était beaucoup plus dans la magie, dans le fantastique, que dans le réalisme. Et donc on sortait un peu du réalisme magique parce que là, on perdait toute notion de vraisemblance et de réalité alternative. Mais alors par contre, c'est hyper bien écrit. Même si c'est très fleuri, très alambiqué parfois dans l'écriture du fait de ce réalisme magique, je trouve que la plume reste malgré tout fluide. Et donc j'ai pris quand même du plaisir à lire le bouquin. Et j'ai très envie de relire l'autrice, notamment avec son dernier recueil de nouvelles qui s'appelle Les fantômes de la banquette arrière, qui est un recueil de nouvelles fantastique aussi pour le coup. Enfin, je ne sais pas si elles sont toutes fantastiques, mais certaines le sont. Et j'ai très envie de découvrir parce que maintenant, je sais à quoi m'attendre, je suis préparé. Et donc voilà, j'apprécierai sûrement plus. J'ai plus que 2 textes à vous parler. Le premier, le dernier, l'avant-dernier, c'est le prix Nobel 2024. D'ailleurs, c'est même pas un bandeau, c'est vraiment imprimé sur la couverture. C'est dégueulasse. Surtout que la couverture est plutôt jolie. Celui qui revient de Han Kang, traduit, parce que, attendez, je le mentionne parce qu'on m'a dit que c'était la meilleure traductrice de coréen en France à ce jour, Yeong Hoon-jin et Jacques Batillot. Les 2 traducteurs qui sont mentionnés sur le bouquin. Quelqu'un, tu te reconnaîtras, sur Instagram m'a dit que cette traductrice était la meilleure en France, donc je la mentionne.
Han Kang donc, a eu le prix Nobel, elle a d'ailleurs eu une position très humble et louable sur la réception de ce prix Nobel, donc j'avais très envie de la lire. On a vu partout passer La Végétarienne, qui est je pense le dernier à date traduit en France, et quand je suis allé à la Fnac, je suis tombé sur celui-ci, et au résumé, il me plaisait beaucoup plus que le résumé de La Végétarienne, donc je l'ai choisi. On nous parle d'une période en Corée, en 1980, où il y a eu, pareil, un coup d'État, une junte militaire a pris le pouvoir à la suite du décès du président. Le président qui était, je crois, conservateur est décédé, et un président beaucoup plus démocrate était en passe de gagner des élections, sauf qu'un coup d'État militaire a mis en place un régime très autoritaire, et en plus de ça, de façon pas légale, vu que c'était un coup d'État. Et il y a eu des soulèvements, notamment dans la ville de Gwangju, qui est, je crois, parce que j'ai lu pas mal sur l'événement, du coup, à la suite du bouquin, le bastion de ce président plutôt démocrate, plutôt modéré. Et donc, il y a eu partout en Corée, mais principalement dans cette zone de la Corée du Sud, au sud de la Corée du Sud d'ailleurs, des soulèvements contre le régime militaire mis en place, et notamment un soulèvement étudiant, tout simplement, un soulèvement étudiant, avec, alors dans le bouquin on nous dit des lycéens, mais j'avais lu sur internet qu'il y avait aussi des facs qui étaient, les lycéens et les étudiants en université se sont soulevés, et on est dans ce récit de ce soulèvement, en tout cas dans la première partie, on est vraiment au cœur du soulèvement, avec l'armée qui entre, l'armée qui tue les étudiants, un conflit armé hyper violent, très rapide mais très violent, avec pas mal de morts, des centaines de morts. Et dans le reste du roman, avec l'après-soulèvement, les personnes qui restent, les personnes qui cherchent des gens, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été mises à la fosse commune, etc. Bref, c'est très court, ça fait 250 pages, j'ai adoré, vraiment. J'ai trouvé que c'était magnifiquement écrit, avec des sentiments hyper puissants, et je sais pas comment elle arrive à faire ça, alors peut-être que c'est moi les conditions dans lesquelles je l'ai lu, mais des sentiments hyper puissants et que j'ai vraiment ressenti, alors même que la plume est plutôt froide et pudique, mais pas à la manière... Mais pareil, on peut pas qualifier une plume de japonaise ou de coréenne, mais j'ai lu par expérience beaucoup plus de romans japonais que coréens, où on est, je pense par exemple à Yokogawa, dans la... C'est Yoko, je sais pas, celle du jardin arc-en-ciel, machin, bidule truc là. J'en ai lu 2-3 d'elles, et on est plutôt dans la retenue. Là, on n'est pas vraiment non plus dans une retenue, dans une pudeur, j'ai pas envie de dire, parce qu'il y a des choses hyper fortes et explicites qui sont racontées. Il y a un cadavre qui prend la parole, et ça c'est mon chapitre préféré. C'est dans ce tas de corps en décomposition, il y a un des cadavres qui prend la parole. C'était trop fort, enfin vraiment, en peu de mots, raconter l'horreur et en même temps la douceur et cette quête de sens de personnes qui n'ont pas compris ce qui se passait et qui ne comprennent toujours pas plusieurs années après ce qu'il s'est passé et comment on a pu en arriver là. C'est pas un bouquin à charge, c'est un bouquin qui veut faire la paix, qui veut essayer, qui tente de comprendre, mais qui surtout tente d'oublier un peu aussi. Je recommande de ouf, et j'ai trop envie de lire la suite, de lire d'autres romans de l'autrice du coup. Parce que cette plume, je sais pas, on était connectés, elle et moi. Et enfin, le dernier livre, j'ai l'impression que j'en ai loupé quelques-uns, mais tant pis, c'est Photos sur demande de Simon Chevrier, publié chez Stock, qui est là aussi un premier roman, qui parle également de travail du sexe. Je crois que le roman est peut-être un peu autobiographique, auto-fictionnel, je ne sais pas trop. J'ai pas demandé à l'auteur, c'est moi qui l'ai acheté, je l'ai acheté. Il est sorti là tout début janvier. L'auteur a une licence d'anglais, diplômé d'un master d'écriture. Le personnage que l'on suit dans le roman a suivi lui aussi une licence d'anglais. Je sais pas jusqu'où va la réalité ou pas là-dedans. Mais en tout cas, j'ai adoré. On va suivre un jeune homme qui habite, si mes souvenirs, en tout cas si ce que j'en ai compris, je sais plus si c'est dit clairement, mais il habite à Toulouse, il est au sud-ouest pour ses études. Ça se passe juste avant le confinement, pendant le confinement, après le confinement. Et il n'a pas d'argent, il n'a pas envie de continuer ses études, il vit en coloc, donc du coup il faut quand même qu'il paye son loyer. Et il publie des annonces sur Grindr, il publie des annonces Grindr qui est un réseau social pour rencontrer... Enfin, Grindr c'est un réseau de rencontres homosexuelles, orienté
vers les rencontres sexuelles, mais qui à la base est créé pour rencontrer l'amour. Mais il poste aussi sur un autre site qui s'appelle Giton, qui est un site pour des relations tarifaires entre hommes. Donc lui, il propose ses services en tant qu'homme pour coucher avec d'autres hommes. Et donc pour gagner de l'argent, pour pouvoir payer son loyer, parce que il est un peu perdu, il sait pas trop quoi faire, quoi. Et j'ai adoré parce que j'adore ces textes sur des jeunes hommes qui ont à peu près mon âge, qui savent pas quoi faire de leur vie, qui sont un peu paumés, qui est une écriture hyper fragmentée. On est presque dans une écriture de journal de bord, une écriture de journal intime, avec des chapitres, mais à l'intérieur même de ces chapitres, voilà, il y a des paragraphes qui sont plutôt indépendants les uns des autres, mais qui suivent l'histoire. J'ai trouvé qu'en fait, souvent dans cette littérature homosexuelle, contemporaine, de jeunes hommes de 20 ans, j'en ai lu des dizaines maintenant, on est vraiment dans une espèce de surenchère au niveau de la sexualité. Ça ne me dérange pas du tout parce que j'adore lire sur le corps, j'adore lire sur la sexualité, mais c'en est presque devenu cliché aussi maintenant parce que parfois ça prend un peu le pas sur des réflexions qui pourraient être poussées un peu plus loin et intéressantes. Là, on parle d'un homme qui se prostitue, mais déjà il y a un peu d'explicite, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans le détail de sécrétion d'orifices et de voilà. Il y a un rapport au corps qui est pas malsain, qui n'est pas fétichisant et qui n'est pas non plus discriminant. Ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt sur la réserve, sans pour autant titiller le lecteur, vous voyez. C'est pas parce que on décrit pas 1000 scènes de sexe, c'est pas parce que on n'est pas très explicite que l'on peut pas dire les choses. C'est pas parce qu'on ne raconte pas chacune de nos relations tarifées sexuelles que l'on ne peut pas parler du travail du sexe et de la vente de notre corps, en tout cas de la mise sur le marché de qui l'on est. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que il a une relation plutôt saine avec sa famille. Alors, je dis pas que tous les homos ont une relation bizarre ou malsaine ou compliquée avec leur famille, loin de là et heureusement d'ailleurs. Mais dans ce genre d'écrit on pourrait s'attendre à ça, même sans aller avec du drame autour de la famille, un rejet ou quoi que ce soit. Des fois, c'est vraiment plus léger, mais on sent toujours qu'il y a quelque chose. Et là, en fait, non, il n'y a pas. C'est genre, ça se passe plutôt bien avec ses parents, ça se passe plutôt bien avec sa sœur. Il va retourner vivre avec eux pendant le confinement. C'est pas un cas, enfin, c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet, la famille. Et j'aime bien aussi qu'on s'écarte un peu de ce sujet de la famille, même s'il faut en parler, même si c'est important. C'est pas forcément le sujet, même s'il se passe quelque chose et qu'un bout de l'histoire d'ailleurs est relié à sa famille dans le livre. Voilà, ça passe. Donc vraiment, je m'attendais pas à aimer autant, vraiment. Je suis allé vers ce bouquin parce que voilà, c'est mon petit fétiche à moi, hein, les hommes qui ont à peu près mon âge, qui parlent d'homosexualité à l'ère contemporaine. Je vois ça direct, chien de Pavlov, je cours, je l'achète. Et je m'attendais pas à aimer parce que je pensais que ça allait être dans la même veine que ce qu'on lit, et je trouve que justement c'est un peu dissonant. Et à côté de ça, il y a une histoire un peu parallèle, parce que vous voyez cette photo, c'est une photo de, je sais plus comment il s'appelle, Ajar quelque chose, un photographe assez connu durant les années 80, durant la période SIDA, tout ça, qui a photographié ce jeune homme plusieurs fois, 2 ou 3 fois, et on connaît rien sur ce modèle, ou très peu de choses, et donc le personnage principal est un peu obsédé par cette photo, qu'il aime beaucoup, enfin qui l'intrigue énormément, et donc il y a un travail de recherche de sa part. Il va essayer de contacter des gens qui ont pu être en relation avec le photographe pour essayer de savoir qui il est, donc une recherche autour de la famille, et de cet homme-là, parce qu'on n'a aucune info sur lui. Bref, j'ai adoré ce texte pour les raisons évoquées, et voilà, je sais pas si ça va... j'espère grandement que ça va trouver son public, mais c'est pas un texte super grand public pour le coup, mais qui est très facile à lire. Ça fait 170 pages, ça se lit très très bien, je l'ai lu d'un coup, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai trouvé que c'était pas mal d'avoir une autre voix homosexuelle un peu dissonante par rapport à ce qui se fait. J'ai plus de batterie, donc j'ai pas envie de recharger la batterie, ça fait déjà 2 fois que je la change pendant ce tournage. Je vous fais des énormes bisous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.